Podcast. Tu peux mettre un portrait, s'il te plaît? Ah, je suis pas en portrait. Excuse-moi. Ok. 3 semaines, donc j'ai perdu tous mes réflexes. Ouais, non mais je comprends. Je comprends. C'est un peu pareil. Non, 3 semaines. Enfin, pourquoi 3 semaines cette fois-ci plutôt que 2? Bah, j'étais à New York, figurez-vous. New York, ville de béton dont la jungle fait les rêves que sont... je sais plus ce que dit la chanson exactement, mais bon, un truc comme ça. Mais en gros, c'était pour l'anniversaire d'Adrien. C'était pour ses... Enfin, avant le Covid, on aurait dû fêter ça comme ça. Et vu que le Covid est passé, on a dû attendre un petit peu. Et là, on a pu y aller. Et c'était très chouette parce que, bah, il faisait un peu chaud, mais ça allait. Genre, ça n'a pas dépassé 27 degrés, quoi. J'aime beaucoup l'idée que tu as été capable de faire 2 Apple Store le même jour que Tim Cook et ne pas avoir réussi à le croiser. Je crois que c'est ma guigne légendaire. Déjà, quand je travaillais chez Apple, notamment à l'ouverture du magasin d'Opéra, Steve Jobs s'était passé. À ce moment-là, je travaillais dans les stocks et on a dit Steve Jobs est là. Et quand je suis remonté, il était plus là. Et là, c'est pareil, je vais à l'Apple Store, 2 Apple Store même, parce que bah, tant qu'à faire, autant faire le pèlerinage correctement. Et après, sur Twitter, 2 heures après, je vois Tim Cook, je suis à l'Apple Store là, et puis je suis aussi à l'Apple Store là. Crétin. Franchement, il aurait pu me prévenir, quoi. Mais bon, écoute, c'est pas grave, je ne lui en veux pas, surtout qu'il a quand même délivré à la WWDC, donc j'étais quand même content de lui globalement, donc ça va. Pas de rancune. Avant de parler de ça, je te propose qu'on fasse un détour par nos rubriques habituelles. Mais avec grand plaisir. Veux-tu commencer ou... Allez, regardez. J'ai regardé une petite vidéo de Vox sur YouTube qui s'appelle Retract What Happens After TikTok Songs Go Viral. Qui est une espèce de mini-documentaire carrément. D'habitude, ils font des vidéos qui durent 8-10 minutes. Là, c'est quelque chose qui, je crois que c'est en 20-25 minutes. Sur la manière que TikTok a d'influencer la production musicale, et notamment la signature de nouveaux artistes et l'économie de l'industrie musicale. Ouais. Vraiment, un truc vraiment très très intéressant. Et puis moi qui suis très loin de TikTok, ça m'a aussi permis de comprendre que, à mon corps défendant, je faisais partie, je consommais de la pop culture et sans le savoir, je consommais des médias qui ont été créés sur TikTok. Très loin de tout ça, avec Cécile, on est en train de regarder, c'est diffusé sur Netflix, une série de documentaires de la Fundación Arquea, qui est une fondation espagnole d'architecture, et c'est une série de conversations avec des grands architectes, des architectes de renommée mondiale, notamment Norman Foster, qui est le concepteur des derniers Apple Store et puis de l'Apple Park. Conversaciones Con, ça s'appelle. C'est super intéressant. Alors évidemment, ça demande de vaguement savoir qui sont ces gens et vaguement savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que ça explique pas, quoi. On rentre direct dans la conversation. Ok. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est d'entendre des gens parler d'un sujet duquel je suis relativement peu familier. Enfin, comme tout le monde, j'ai un avis sur mon appartement, quoi, et donc sur l'architecture au quotidien, mais pas, je suis pas architecte. Mais les entendre finalement avoir c'est là qu'à la fin on voit que tous les créateurs ont les mêmes problèmes, quoi, et qu'un architecte, ça réfléchit comme un musicien, ça réfléchit comme un auteur. Et donc à la fin, on finit par se poser les mêmes questions, et c'est assez intéressant de voir comment ils y répondent dans leur champ. Et du coup, ça fait aussi tourner, pour reprendre cette expression que tu aimes tant, le petit vélo dans la tête. On a aussi commencé, c'est toujours sur Netflix, Borgen, qu'on n'avait pas vu, alors que c'est vieux, et en fait, qui est donc cette série nordique danoise, même si ma mémoire est bonne, sur une première ministre qui se fait élire, et donc tous les jeux de pouvoir, on en est au 3e ou 4e épisode, donc c'est encore tout frais, mais en fait on la regarde pour pouvoir regarder la saison qui a été commandée par Netflix, donc qui se passe 10 ans plus tard, ce qui permettra de faire le truc. Le Pont, et puis le Pont, qui est une autre série nordique que j'invite tout le monde à regarder parce qu'elle est très bien. Je connais pas du tout. Ça aussi, c'est sur Netflix. Le grand avantage de Netflix, c'est qu'on a accès à la fois les saloperies produites en France, mais aussi tout ce qui est produit dans le monde latino-américain, et notamment toutes les séries mexicaines qui sont excellentes.
toute la télé espagnole, toute la télé italienne. Cécile qui est une grande consommatrice de séries coréennes, et moi qui suis un grand consommateur de séries nordiques, notamment danoises et suédoises. C'est fantastique. C'est assez protestant en même temps, je comprends un petit peu l'esthétique, la vibe. Mec, il est mauvaise langue. Et j'ai aussi regardé, je crois que c'est sur MyCanal pour le coup, Free Guy avec Ryan Reynolds et Jodie Comer. Mais alors, t'imaginais regarder ça? Je suis très surpris en fait. Oui, mais alors, d'abord, je voulais tester mon système sonore et en fait, ça marche vachement bien. Et donc, c'est un vrai film. Alors, ça fait pas du tout mal à la tête, mais du coup, c'est bien mixé pour que ça en mette plein la tronche, quoi. Et effectivement, tu montes le son un peu, ça en met plein la tronche. Et ça m'a permis de constater que je pouvais monter le son sans embêter mes voisins, ce qui est chouette. Très chouette. Ouais, je vois comment ça peut être sympa. Je trouve ça moins convaincant que Wreck-It Ralph, là, le truc de Disney, là, dans le genre truc infusé de références culturelles geek, et on fait du fan service, mais en fait la culture geek étant devenue la culture tout court, oui. les références sont absolument pas obscures et tout est très évident et au final, oui, dans son côté, non mais regarde, c'est une référence, ça en devient crétin, quoi. Mais niveau son et image, ça envoie. Ça a un côté très primal qui est... parfois, c'est bien, hein, de juste se débrancher son cerveau et se mettre devant la télé. Oui, c'est ça, oui, je vais pas dire le contraire. C'est un parfait contrepoint, si tu veux. Une fois que tu t'es mis 1 heure de Norman Foster qui parle d'architecture, ouais. C'est un super contrepoint. Je crois qu'il faut les deux. Ouais, tu vois, je crois que j'ai encore du mal à regarder la télé sérieuse. Il me faut un mix entre les deux, ou bien du vraiment stupide, mais en général Adrien me retient pas mal sur le stupide, vraiment stupide, parce que du coup il dit mais c'est quoi cette merde, mais du coup il y a un mix entre, tu vois, la capsule de David Castello-Lopez intéressant sur Arte par exemple, c'est un bon mix, quoi. De mon côté, nous on a fini la saison 2 de OVNI enfin. J'ai préféré la saison 2 à la saison 1. J'ai trouvé qu'il y avait plus de personnages, que ça bougeait un peu plus, que l'absurde n'était pas too much en général, sauf à 2-3 moments où c'est pas pourquoi ils se mettent à faire un clip dans le film, dans la série, et donc t'as 2-3 minutes où les gens dansent juste, c'est un peu... Oui. Je vois ce qui s'est passé dans la tête du réalisateur, mais je n'approuve pas. et donc on est d'accord qu'il y a une 3e saison. Oui, c'est évident, oui. Et en autre découverte télévisuelle, alors on est un peu en retard parce que forcément le séjour américain a fait qu'on n'a pas trop consommé, on a surtout regardé des trucs qui étaient chacun de notre côté en cours, et moi j'ai commencé le documentaire sur Orelsan par exemple sur Amazon Prime, mais j'ai pas du tout fini, donc je préfère pour l'instant réserver mon avis. Et on a commencé Upload parce que le créateur nous disait quelque chose, vu que c'est lui qui était derrière Parks and Rec et The Office. Le premier épisode est très différent de The Office et Parks and Rec. J'ai hâte de voir où ça va arriver. C'est plus long aussi, 45 minutes par épisode. Oui. Donc, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, tout se met en place, donc forcément, c'est toujours un petit peu flou pour tout le monde. Même si j'ai beaucoup de retard là-dessus, donc c'est peut-être tout le monde, c'est juste moi en fait. Mais bon, je vais continuer, puis je vous dirai ce que j'en pense très bientôt. C'est marrant que tu regardes ça quand moi je regarde Free Guy, parce que finalement, c'est un peu les mêmes ressorts. Ah oui. Mais je crois que c'est mieux fait, et je suis curieux d'avoir ton avis à la fin. Tu l'auras. Parce que ça va pas forcément dans la direction qu'on attend. Donc je suis curieux. C'est un peu ça que j'attends justement. Ne serait-ce que parce que je pense que les ressorts qu'on pourrait attendre sont très vite épuisés, quoi. Et on peut pas faire 2 saisons déjà de ça, c'est pas possible. Oui. Et si on écoutait des choses? Je me suis souvenu que j'aimais bien l'électro. Alors, mais je suis choqué. C'est comme... c'est sûr. T'aurais juré comme ça en direct, j'aurais pas été plus choqué que ça. C'est surprenant. Hein. Donc j'ai écouté plein de trucs. Notamment, il y a un type dont j'aime bien le blog. C'est darko.audio. Il a aussi un channel YouTube qui écoute beaucoup d'électro. Et je sais pas pourquoi, là, je me suis convaincu d'écouter un des albums qu'il écoutait. Donc ça m'a rappelé que il fut une époque où j'écoutais que ça. Et donc là, j'ai écouté un peu des trucs qui sortaient dans la catégorie électro d'Apple Music. Donc il y avait... Holotoprica de Sophie Birch, il y avait 89 de Prince Thomas qui est un peu plus house, il y avait Boy de Harvey Sutherland qui est
presque pop. Et tout ça, c'est donc très différent parce que c'est voilà, t'as de l'ambiance, qui est plutôt genre de truc que j'écoutais, et des trucs un peu moins ambiants quoi. Et je trouve ça assez rafraîchissant parce que j'ai absolument pas le vocabulaire pour décrire ce que j'écoute et pour expliquer ce que j'en pense. Et j'ai même plus suffisamment de références pour savoir si c'est bien ou pas et même si j'aime ou pas. Ce qui est assez étrange. Et en même temps, c'est cool parce que ça me donne envie de creuser, que ça me donne envie de réexplorer. Replonger un peu là-dedans. Et tu sais, il y avait ces articles qui disaient genre quand t'es à partir de 33 ans, t'écoutes plus de nouvelles musiques, t'écoutes plus que bah tu vois, j'ai plus de 33 ans et finalement j'arrive à réouvrir une écoutille. Et je trouve ça assez rassurant quelque part. C'est pour le coup effectivement je suis tout à fait tout à fait en désaccord avec cette affirmation parce que j'ai jamais écouté autant de choses différentes aujourd'hui qu'auparavant. J'étais très dans la sécurité avant. Mais je crois que c'est aussi le streaming qui change tout. Parce que quand t'as ta collection de CD et qu'elle bouge pas et que les circonstances de la vie font que tu peux plus faire une virée CD. Ouais. Et évidemment que mécaniquement tu tournes autour des mêmes trucs. Et là, non, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a des albums que je considère comme mes albums favoris que j'ai pas écoutés depuis des années. Je m'en suis rendu compte, en fait, en déplaçant mes CD dans l'appart et où il y a tous mes albums favoris en CD. mais en streaming, je les ai pas écoutés depuis des années, quoi. Du coup, je vais me contredire à l'instant parce que moi, j'ai réécouté un truc que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Donc, en plus, ça date déjà un petit peu. Ça date il y a au moins un an maintenant, je pense. C'est Origin of Symmetry de Muse, mais la version au 20e anniversaire. Donc le remix avec 2X, parce que les 2X de 20, enfin je sais pas quoi, bon voilà. Non, je te crois pas, ça fait pas 20 ans. Tu sais quoi, j'ai un doute d'un seul coup. Attends, je vérifie en direct. Hop. Non mais si, je te crois, c'est une blague. Non mais en vrai, attends, En fait, quand j'ai écrit ça, je me suis dit putain, mais c'est pas possible. Et après j'ai oublié que j'avais... Mais si, c'est ça. C'est sorti le 17 juillet 2001, s'il te plaît. C'est sorti le 17 juillet 2001, Anthony. Il y avait encore les 2 tours à l'époque. Putain. Merde, on est putain. Donc, Origin of Symmetry, qui est sorti il y a 2 ans, et... Oui, voilà, 2 ans. Tout juste, hein. Oui, c'est tout fait. En fait, donc alors, la genèse de cet album à l'origine, c'est que c'était sorti dans la foulée de leur premier album, qui était plus une démo qu'un vrai album. Et, il y a 3 ans et demi. Oui, voilà, tout à fait. Et ils l'avaient sorti du coup sous la pression un peu d'un label, donc ils avaient fait ça très vite, sous l'emprise de drogue et tout, et ce qui fait peut-être que c'était un très bon album, je sais pas. En tout cas, le mixage était ce qu'il était. Moi j'étais très content avec le mixage original, mais du coup, là ils l'ont refait avec leur propre... Enfin, vu qu'ils ont leur studio à eux, et c'est eux qui mixent maintenant leur propre album, ils l'ont refait avec leur vision d'aujourd'hui. Du coup, quand t'écoutes les deux, tu t'entends très très bien, très vite les différences. Et tu réalises à quel point ils sont devenus kékés. Et c'est un peu triste. Écoute, c'est un peu triste, mais c'est peut-être comme ça. Je pense que tu peux pas... tu sors pas indemne d'une adolescence ou d'une préadultité... préadultité, je sais pas comment on dit. Tu sors pas indemne d'une période de génie qui arrive à ce moment-là. Soit ça casse, soit ça passe. Et bon, bah là... je vais pas dire que ça a cassé, mais un peu quand même, quoi. Mais bon, écoute, ça reste quand même un très bon album de Muse. C'est quand même intéressant d'entendre les différences de mix, de voir ce qu'ils auraient pu. Évidemment, leur vision aujourd'hui est teintée parce que 2 ans, ça laisse pas, ça laisse pas, ça se passe. Tu vois, on vit des choses en 2 ans. Donc. Non, ils ont pas eu le temps de mûrir et de vieillir. Non, voilà, c'est ça. C'est comme nous, ils sont encore tout jeunes. Tout jeunes, tous leurs cheveux. Mais du coup, voilà, j'ai réécouté ça. C'était quand même un peu Madeleine de Proust. Des fois un peu plus Madeleine de Prout, mais écoute, c'était quand même pas mal. Et j'assume totalement ce jeu de mots, oui. Comme je suis vraiment très jeune, j'ai fait un détour par de la vraie pop. J'ai écouté Motomami de Rosalia, qui est une superstar en Espagne, et je crois que ça déborde les... Ah ouais, maintenant elle est très très connue, Rosalia. Ouais. Et c'est genre fun ? Très très fun. Enfin, ça s'écoute bien, quoi. Et pareil, ça s'écoute bien en poussant un peu le son, quoi. C'est... Surtout que c'est une pop qui est un peu recherchée, quand même. Ah, c'est genre limite bien écrit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, il y a ça frôle des fois l'expérimental, quoi. C'est de la bonne pop.
Ah, tu sens ces influences, notamment, ces influences qui sont spécifiquement espagnoles, mais aussi, elle adore la culture asiatique et notamment le Japon. Tu sens aussi qu'elle a une plume, les textes sont pas dégueulasses, quoi. Il y a, non, c'est sympa. Tu m'aurais dit, c'est pas le genre de truc qui était sur mon radar il y a ne serait-ce que 15 jours, mais, je me suis surpris à le réécouter, quoi. Donc c'est quand même, ouais. De toute façon, maintenant que tu m'as dit que tu avais écouté Olivia Rodrigo, je suis pas du tout, plus rien ne me surprend. J'adore, je suis fan. De mon côté, vu que je suis jeune aussi, j'ai réécouté Les Demoiselles de Rochefort. Parfait. Qui est sorti il y a 2 ans, je crois environ. Ouais. Et 2 siècles. Et pourquoi j'ai réécouté ça, me demanderiez-vous? Parce que Clara Luciani, qui est un peu un petit chouchou du moment dans la variété française, a repris il y a quelques années la chanson de Delphine. Et du coup, ça m'a donné envie de réécouter, tout simplement, quoi. Et c'est quand même pas mal, Michel Legrand, au final. Il avait un petit talent, le monsieur. Vaguement. Tu vois, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé, parce qu'une fois que t'as fait Michel Legrand, c'est assez facile de retomber sur le jazz. Ah, ça m'aurait surpris, tiens. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté Silver Lining de Giovanni Mirabassi et Christos Rafalides, qui est assez planant, c'était pas mal. In the Spirit of N2, je vais dire, de Nduduzo Makatini, qui me rappelle la filiation entre les musiques traditionnelles africaines et le jazz. Truc assez évident, mais qu'on a tendance à oublier. C'est vrai. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai écouté pas mal aussi il y a notamment le dernier volume de Jazz is Dead qui est sorti, qui lui est plutôt à la frontière entre jazz et la hip-hop, et où c'est assez intéressant de voir comment c'est circulaire finalement, où la hip-hop se regarde aussi du côté de ce qui se fait en Afrique, et donc ça boucle comme ça, avec le côté très avancé, le côté très traditionnel, et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment le jazz est en train de se regarder lui-même et de se faire évoluer, pas en se regardant le nombril, mais en regardant ce qu'il est, quoi, et pas seulement ce qu'il est dans un conservatoire avec que des mecs blancs, quoi. Et je trouve ça, mais vraiment de revenir à ses racines pour avancer dans le futur. Je trouve ça vraiment intéressant. Et un truc qui s'appelle Nocturnal aussi, qui est d'un type qui n'a visiblement pas de prénom, qui s'appelle Studinitsky, qui est d'une délicatesse folle. Donc ça fait partie ces 3 ou 4 albums que j'ai écoutés et réécoutés ces 3 dernières semaines, mais évidemment, comme toujours, j'en ai écouté bien plus que ça. J'en parlais pour Electro, mais c'est quand même fun d'avoir tout ça à portée de clic, quoi. C'est sympa, le streaming, quand même. C'est sympa. Il y a pas si longtemps, je crois que c'était justement avant New York, je me disais encore, j'ai parfois la tentation de revenir à quelque chose quitte à repirater la musique, peu importe, mais d'avoir tout en physique quelque part, parce que quand ça bug, JPP, quoi. Mais globalement, ça marche bien, et quand ça marche bien, c'est quand même assez cool, ouais. On peut pas dire le contraire. Non, mais j'achète encore des CD. Là, j'ai acheté Aldi Meola a retrouvé les bandes qu'il ne savait même pas qu'il avait enregistrées du concert du samedi, qu'il avait enregistré avec John McLaughlin et Paco de Lucia. Le CD du concert du vendredi, Friday Night in San Francisco, est sorti il y a super longtemps. Il est difficile à trouver maintenant. Ouais. Et j'en ai acheté un exemplaire sur Discogs en attendant que justement celui du samedi sorte là dans les semaines qui viennent. Et c'est sympa, même les trucs que je réécoute en streaming, je finis par les acheter sur CD pour les avoir sous la main, parce que c'est quand même sympa, mais tu te dis oui, quand il y a quelqu'un que tu vois sur YouTube, ou quand il y a même toi qui dit j'ai écouté ceci, j'ai écouté cela, se dire que c'est 2 clics et très exactement 0 centime pour aller écouter ça, on vit quand même une époque sympathique, hein. C'est le problème du capitalisme, c'est que il nous étouffe à force de confort, quoi. Et de praticité. Anyway. Je peux pas lire je peux pas lire. Je reprends. Je peux pas lire non plus de base, ça c'est vrai. Non, tu peux, oui. Clairement. Je peux pas dire que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. J'ai quand même une newsletter qui me plaît pas mal, qui s'appelle Workspaces sur Substack, qui publie des bureaux. Donc une 2 fois par semaine, t'as des photos d'un bureau de quelqu'un, que ce soit designer, compositeur, peu importe.
et la liste du matériel qu'il ou elle utilise et des questions éventuellement parfois posées à cette personne pour savoir un petit peu ses habitudes, ses rituels, ce genre de choses. Et je recommande aux gens qui nous écoutent, qui ont la même faiblesse que toi vis-à-vis de leur carte de crédit, de s'abstenir de s'abonner à cette newsletter. Ne le faites pas, mais faites-le. Non, c'est génial, c'est super. Je vais utiliser le mot inspirant parce que ça revêt ça d'une certaine noblesse, mais ça donne vraiment envie de tout acheter, effectivement. Ouais. C'est affreux. Et puis bon, évidemment, préparatoirement à New York, j'ai dévoré beaucoup trop de guides de voyage, donc j'ai essayé de faire, en bon mec blanc de presque 40 ans, j'ai essayé de faire un Notion là-dessus. Au début, ça commençait pas mal, puis après, ça s'est barré en couille. Mais ça a été quand même assez utile, j'étais surpris. Je pense que dans Notes, j'aurais eu plus de mal. Mais ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast. J'ai relu les fictions de Borges, notamment il y a dedans le fameux petit texte sur la bibliothèque de Babel. Et je me suis rendu compte que cette fois-ci, c'est pas qu'il m'a ennuyé, mais il y a un côté oui, c'est bon, je maîtrise. Et cette fois-ci, je me suis laissé beaucoup plus porter par le texte sur Pierre Ménard, l'auteur du Quichotte, qui est cette histoire délicieuse de Ménard qui réécrit à l'identique des morceaux du Quichotte et qui, ce faisant, finalement, devient le nouvel auteur de Quichotte, et où, en fait, quand tu rouvres le Quichotte de Cervantes, tu peux lire Ménard. Et c'est un texte assez délicieux sur le côté cyclique de la littérature, et je suis assez curieux parce que évidemment que je le relirai encore. Je suis assez curieux de voir quel texte retiendra mon attention la prochaine fois que je lirai ça. Ouais. Et puis j'ai profité d'avoir beaucoup d'heures de train pour faire les allers-retours entre Lyon et Paris, pour lire After Steve de Trip Mickle, qui est un rédacteur au Wall Street Journal. J'avais écrit il y a quelques années un billet sur le problème des livres sur Apple, et je crois que c'est le premier livre qui échappe aux écueils que je soulève dans ce billet. Alors ça, pour le coup, c'est extrêmement rare. Ce qui est... et donc, à mon avis, c'est le premier livre valable sur Apple qui est sorti depuis au moins 15 ans. Waouh. Ce qui, sortant de ma bouche, est quand même... Parce que je suis réputé pour être chiant avec les livres sur Apple. Non mais attends, mais il faut en même temps, je fais une parenthèse là-dessus, mais en vrai, merde, quoi. Genre, merde. Enfin, genre, évidemment, c'est un sujet un peu en or, évidemment, genre, mais c'est pas en mettant Steve Jobs dans le titre du livre que ça va faire un chef-d'œuvre, quoi. Et je pense que beaucoup de gens confondent la proie et l'ombre à ce niveau-là. Enfin, il y a beaucoup de mauvaise littérature sur Apple. À commencer par la biographie de Steve Jobs. À commencer par la très mauvaise biographie de Steve Jobs sur Walter Isaacson, qui est percluse d'erreurs, et je ne sais pas comment c'est possible d'avoir écrit ce torchon en ayant Jobs sous la main. Terrible. Un gâchis impossible. Enfin, improbable. Ouais. Mais... Ceci étant... En fait, le sous-titre de ce livre fait un peu peur, parce que c'est, grosso modo, comment Apple a perdu Johnny Ive et tous ses designers, et est devenu une cash machine, et en même temps a perdu son âme. Donc bon, voilà, tu vois la thèse de l'auteur, quoi. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dès le départ, il montre les travers de Johnny Ive, et à quel point, dès la mort de Jobs, il a complètement lâché Apple, et les problèmes que ça a posé, les problèmes organisationnels que ça a posé, et en même temps, l'absence de rédaction de Cook, qui quelque part a pas été capable de s'imposer face à Ive, et ça nous a coûté des années et des années de développement. Ça nous a coûté iOS 7. Tout ça, les claviers papillons aussi. Oui, voilà. Non mais et je pense que là-dessus il est assez subtil et il est assez juste sur le côté. Personne n'a raison, personne n'a tort. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et grosso modo, ce que ces 10 dernières années ont montré, c'est qu'il y avait un problème dans cette boîte, et qu'il n'est pas encore résolu, quoi. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que ça fait des années et des années et des années que j'écris que Cook est en train de réinventer Apple, et qu'il a redéfini Apple à travers les services. Et qu'il faut pas voir les services comme une succession éclatée de produits, mais il faut voir les services comme le produit inventé par Tim Cook. Et c'est assez rafraîchissant de voir quelqu'un d'autre écrire la même chose. De dire, voilà, non, le produit qui a été présenté par Tim Cook, le successeur de l'iPhone, le successeur de l'Apple Watch, c'est les services. Ce qui est vrai, parce que sans ça maintenant... Oui, bien sûr, bien sûr. Sans ça maintenant, les appareils n'ont plus de sens, en fait. C'est évident. Franchement, si vous écoutez l'anglais, lisez-le, parce que je trouve ça assez plaisant, ça évite beaucoup des facilités habituelles. En même temps, je trouve que c'est assez elliptique,
Et c'est peut-être un peu difficile à suivre pour des gens qui connaissent pas forcément tous les rouages d'Apple. Et du coup, il bute quand même sur ce dernier écueil que j'avais soulevé sur le livre sur Apple, c'est que je ne sais pas qui est le public. À part moi et les gens de mon engeance, c'est-à-dire soit les journalistes, soit les 3 geeks qui ont envie de se taper des bouquins de 500 pages sur Apple, je ne sais pas qui lit ces bouquins en étant capable d'en tirer quelque chose. C'est peut-être ça qui limite plaide encore plus pour la véracité du livre lui-même, je pense. Il est plaisant, le type écrit plutôt pas mal, et surtout il a des infos, quoi. Le type est vraiment allé à la pêche aux infos, il a vraiment fait le job correctement. Ah, voilà. Ce qui est rare. Il essaye pas de masquer son ignorance derrière des sources de 2e ou 3e ou 4e main, et je crois que c'est aussi pour ça qu'il est elliptique, c'est-à-dire que quand il ne sait pas, il saute. Et c'est rafraîchissant parce que ça, quelque part, ça a une certaine honnêteté, quoi. Bien Si sûr. je ne sais pas, donc j'en parle pas. Bien sûr. Pour moi aussi, souffrir quelque part de cette tendance qu'ont les journalistes quand on sait pas, on essaie de combler le vide avec du conditionnel ou avec de la source de 14e main. Là, lui, il le fait pas, et c'est une approche qui est quand même très honnête, et je trouve qu'à la fin, ça fait un bouquin qui est pas trop mal. Je note quand même qu'il fait aujourd'hui quelques degrés Celsius, et que tu utilises beaucoup le mot rafraîchissant. C'est marrant. Il est possible que il n'y ait pas la clim à la maison et que j'ai chaud. Ça, c'est ouais. Non, à New York, elle est trop forte, la clim. Elle est vraiment trop forte. Ils sont tarés, ces gens-là. Ils sont tarés. À propos de New York, acheté? Alors, écoute, c'est marrant qu'on parle de ce mot-là, parce que j'ai vu mon compte en banque. Vu le montant du découvert, je pense que j'ai acheté tout ce qui existait dans le monde entier. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. Je pense que c'est le... Non, évidemment, ça m'a coûté très très cher. Ça nous a coûté très très cher sur ce truc. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'on va à New York non plus. Faut pas déconner, merde, à la fin. Donc aucun regret. Enfin, si, un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Emoji avec une larme qui coule et le sourire comme ça. Sinon, j'ai acheté une petite enceinte JBL, le petit Go, là, pour la table de chevet, parce que parfois je mets un peu de musique avant d'aller dormir, genre un peu de piano, de ça, en lisant, ou si je suis plus honnête, en regardant les reels Instagram jusqu'à que mes yeux fondent. Et je peux poser une question? Fais, je t'en prie. Tu es en couple? Oui. Tu n'es donc pas tout seul dans ton lit? Non. Comment tu gères ça? Je mets du piano parfois le soir avant de dormir. Alors, je suis pas dans ton couple. Donc ça se passe très bien avec l'autre personne avec qui je suis. C'est la seule réponse. Bonne réponse. Non, en vrai, Adrien est très facile à vivre sur ce qui est musique d'ambiance. Peut-être un peu trop, parce que des fois, du coup, il y a des choses qui le choquent pas. Genre, par exemple, il est sur Final Fantasy, sur son ordi, donc avec les musiques orchestrales dans tous les sens. Moi, j'essaie de mettre une musique un peu sur mon ordi, et les deux clashent de ouf, mais lui, il est en mode, oh, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas. Mais du coup, oui, c'est des trucs de fond, c'est très... Voilà. Et... et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté une carafe Brita. Le nouveau modèle là, avec une LED plutôt que l'afficheur à segment. Et plutôt que le truc affreux qui est affreux. Un des rares exemples d'obsolescence programmée parce que c'est un simple compteur mensuel et que ça ne dit rien du tout du volume d'eau qui est passé dans ta cartouche. Exact. Celui-là, voilà. Alors, je sais pas si c'est beaucoup mieux cela dit avec la diode, mais en tout cas, c'est plus joli. Et ça, j'aime bien. Quand je verse de la Brita vers un récipient quelconque, la diode s'allume en vert en me disant « Oui, c'est de la bonne eau, consomme !» Et j'aime bien. Et le seul truc qui m'a pas manqué, c'est tout le rituel du filtre à secouer d'abord dans l'eau, puis ensuite 2 fois, il faut faire... Donc, il y a quand même une déperdition d'eau, un petit peu de ça. Mais bon, c'est quand même bien meilleur que l'eau calcaire de Paris, quoi. Et puis à la fin, tu jettes du plastique, ce qui est terrible. Mais j'ai aussi une carafe Brita et malheureusement, il y a une différence entre même les filtres Brita, les Maxtra Plus, les vrais, et ceux d'Amazon par exemple. C'est triste, hein. C'est triste. Ceux d'Amazon marchent une fois sur 2 en général. J'ai essayé aussi et donc c'est le même modèle que les rasoirs, hein, c'est-à-dire que ça vaut moins cher d'acheter la carafe avec 12 filtres que les 12 filtres seuls, ce qui est quand même drôle. Franchement. Mais les filtres originaux sont les meilleurs. Et oui, enfin à Paris, comme ici à Lyon, l'eau est
Enfin, c'est-à-dire que si je me remplis un verre d'eau, je vois le calcaire se déposer au fond. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas... Enfin, sauf à vouloir acheter de la bouteille en plastique, tu peux pas faire l'économie de cette saloperie. Cette délicieuse saloperie. C'est malheureux, mais c'est vrai. Et le café a un goût différent, alors que je fais du café de capsule, s'il te plaît, tu vois. Donc, genre, déjà, là, je vois la différence. Enfin, voilà, quoi, rien n'a le même goût et je redécouvre la vie, etc., etc. Ah bah le thé, c'est la différence entre un thé, entre du calcaire ayant une vague odeur de thé et puis du thé, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. J'ai d'ailleurs acheté du thé, du boba tea, avec toi. Oui, c'était bien. Je conseille aux gens qui nous écoutent de lire le journal du dimanche, ce dimanche. Et tout sera clair. J'ai aussi acheté un bracelet NATO pour ma montre, d'abord parce que c'est visiblement très à la mode en ce moment de rejoindre l'OTAN. Mais ensuite parce que c'est la saison à laquelle traditionnellement je change de bracelet. Quand il fait un peu plus frais, j'aime beaucoup les bracelets en métal et j'ai toujours beaucoup aimé la maille milanaise. J'ai les 2 bracelets d'Apple en maille milanaise pour l'Apple Watch. J'adorerais qu'ils en fassent un en titane parce que j'ai la montre en titane, mais ce serait très compliqué à usiner, ça coûterait très cher. Et j'en ai évidemment pour toutes mes montres, je sais pas s'il faut dire normales ou traditionnelles ou pas connectées, enfin mes montres quoi. Ouais. Maintenant sur l'Apple Watch l'été, j'ai tendance à porter les boucles sport là qui sont très légers, très confortables. Et en plus, comme je porte ma montre au bracelet gauche, bah, je mets l'Apple Watch à droite et si je mets un bracelet en métal, je la sens quand même beaucoup et c'est un peu embêtant. Ouais. Et là, il est quand même... Donc là, j'ai une nouvelle montre que j'ai achetée il y a quelques mois qui est sur un bracelet à maille milanaise et je sens bien que là, ça va pas le faire. Donc, je lui ai offert ce nouveau bracelet ce nouveau bracelet NATO qui est un bracelet en tissu donc qui passe sous la montre. Ah, d'accord. Et alors, tout le discours marketing, c'est que comme c'est pris, donc ça passe sous les 2 pompes... Enfin, ça passe au-dessus des 2 pompes et le bracelet a 3 morceaux, donc il y a un morceau qui passe dans lui-même et donc ça même s'il y a une pompe qui est arrachée, il tient quand même. La montre reste suspendue par l'autre pompe. Je pense que c'est du bullshit parce que j'ai fait des chutes assez dantesques en VTT avec une montre et j'ai jamais cassé une seule pompe, mais je suis certain qu'on doit pouvoir trouver quelque part un soldat de l'OTAN qui a un jour eu peur d'arracher une pompe et donc ça doit justifier tout le bullshit marketing, mais le vrai avantage de ces bracelets, c'est surtout que ça décolle la montre de la peau et que ça se lave super bien et j'achète depuis et ça respire quoi. Et puis j'achète depuis quelques années chez Esprit NATO qui est une boutique française. Ils font des modèles assez sympas avec des tissages assez originaux et là j'ai une montre qui a un cadran évidemment violet, un violet qui tire sur le rouge et ils ont un bracelet qui va parfaitement avec et même le matériau est infiniment plus sympa que le fil de pêche tissé que tu peux trouver sur AliExpress quoi. C'est pas le bracelet textile fait à Saint-Étienne qui est sur les montres de Tudor qui est la sous-marque de Rolex, hein, c'est pas ça. Mais en même temps ça vaut pas 300 balles non plus. Oui, voilà. Donc voilà. Tu choisis quoi. Oui. Donc c'est un bon compromis pour le prix quoi. Ouais, mais je les trouve même mieux foutus que ceux d'Apple, quoi. Où les bracelets façon NATO d'Apple sont, je trouve qu'ils font vraiment plastique, quoi. Ils sont très rigides, ils sont pas agréables. C'est vrai que j'en ai pas un souvenir de ouf, ça, effectivement. Ouais. Il faudra que j'achète une montre un jour, je pense. Une vraie ? Ouais, en fait, je crois que à chaque nouvelle Apple Watch, j'ai envie de l'en acheter une et je le fais jamais. Donc ça veut dire que j'ai pas envie d'en acheter une. Et oui, je suis très psychologue comme ça. Et du coup, je me suis dit à un moment peut-être une Withings, mais j'ai travaillé chez Withings, du coup, j'ai pas envie d'avoir une montre Withings. Et du coup, comprenne qui voudra, et comprenez ce que vous voulez. Je ne dirai pas de mal de mon ancien employeur. Mais du coup, c'est ouais, une vraie montre, j'aimerais bien. Mais pas trop cher, genre une Casio même, tu vois, ou une Seiko. Un joli truc. Faut faire attention parce qu'en général ça commence par une G-Shock et ça finit par une Rolex. Hein. C'est un passe-temps rapidement coûteux, l'horlogerie. Et il faut quel âge pour avoir une Rolex déjà ? Ah, c'est 50 ans, c'est 50 ans ? Ouais, ça va, j'ai une petite marge. Ok. On a de la marge. Pas tant que ça, mais un petit peu. On parlait de montres, tu vois, et Apple
Apple est maligne parce que Tim Cook, il sait que j'ai une relation complexe avec mon Apple Watch et que je me lasse très vite des cadrans d'Apple. Et donc chaque année, évidemment, il présente 3 ou 4 cadrans. Il y en a évidemment un qui, en fait, dans le code, il y a marqué oubliez pas la couleur quand on y veut. Donc, évidemment, cette année, ils m'ont mis le cadran Mégalopole, qui a 3 couleurs violettes différentes, qui a pile l'arrangement qui est mon arrangement favori. J'ai beaucoup de montres qui sont avec juste 12, 3, 6, 9. Parfait, quoi. Et donc ça va m'empêcher de poser mon Apple Watch. Ils sont malins quand même. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Putain. Ils ont une bonne équipe design chez Apple, chez l'Apple Watch en particulier, ouais. Les cadrans, ils s'amusent bien dessus et ils ont bien raison. Mais un truc qui m'a marqué, parce que du coup récemment, je sais pas si t'as suivi, il y a eu la WWDC. Mm-hmm. Et j'ai pas du tout suivi. Oui, je sais bien, c'est pour ça que je... Du tout. Mais j'ai bien aimé ce qui est toujours plus intéressant limite que la conférence elle-même, c'est tout ce qui est sur le côté, les articles, enfin les interviews qu'accordent les designers, les product managers, peu importe et tout ça. Et du coup, l'intervention de Alan Dye justement sur comment ils ont réfléchi l'écran d'accueil d'iOS 16 en tirant l'inspiration de l'Apple Watch pour ensuite créer une expérience presque éditoriale sur l'écran d'accueil. Ça, c'était vraiment fascinant, oui. j'ai trouvé. Oui, c'est marrant parce que lui, c'est un type qui vient de la presse, enfin de la pré-presse ou de la presse, quoi. Donc c'est un type qui vient du monde de... On va faire des maquettes de magazines. Et je trouve ça intéressant de dire, ouais, l'écran d'accueil de l'iPhone, c'est la une de ton iPhone. Ouais, exactement, ouais. Et donc tu peux la maqueter comme tu veux, quoi. Ouais. Et leur insistance, ça, moi je trouve ça fun, quoi. Il me met en avant plein de photos de gens. Alors d'abord, ce que je trouve fantastique, j'ai pris 5 photos de moi dans toute ma vie, moi-même, avec un iPhone dans le miroir. 5. Et il me propose les 5. Il veut absolument que je les mette sur mon écran d'accueil. Je ne sais pas pourquoi. C'est intéressant, oui. Mais surtout cette insistance... Mais je pense que c'est aussi très révélateur de la manière dont les gens utilisent leur iPhone, mais cette insistance à mettre en avant justement des visages. Et où par exemple il me propose un nombre incalculable de tes grimaces. Et où du coup t'as le fond qui est découpé, donc il y a ta tronche avec l'heure derrière. Et c'est... Évidemment, c'est pas ce que je vais mettre sur mon iPhone, parce que je te vois déjà suffisamment comme ça tous les 15 jours dans FaceTime. Et pourquoi pas, Anthony? Et pourquoi pas? Parce que... Non, mais j'entends. Je suis premier à pas vouloir mettre de photos de personnes, alors que... Enfin, je sais pas, j'ai toujours un fond abstrait sur mon téléphone, ouais. Jamais de... Ouais, mais en même temps, ça se met en page exactement comme une d'un magazine, tu sais, avec des célébrités, quoi. Où t'as justement la célébrité qui est détourée. Ouais. Tous les titres qui sont sur le fond et souvent le titre du magazine qui passe derrière la tête. Ou même, là, il me met beaucoup en avant les photos de randonnée, donc il y a souvent des longs paysages ou des montagnes, des trucs comme ça. Et t'as l'impression que l'iPhone, c'est Nat Geo, quoi, avec des montagnes, et puis là, c'était littéralement la dernière fois le Mont Blanc, quoi, avec l'heure qui passe derrière le sommet du Mont Blanc, et tu fais... Ah ouais, il manque plus que le petit filet jaune autour de l'iPhone, et on y est, quoi. C'est fort. Fun, quoi. Mais c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que ça me rassure beaucoup. Enfin, c'est peut-être rien, et c'est peut-être qu'il y aura jamais d'autres choses dans la même veine qui sortiront sur les produits Apple, genre le Mac, tout ça. Mais ce que ça me suggère, moi, c'est une espèce de valorisation de l'art libéral à nouveau sur le design, et qui nous manquait quand même depuis pas mal de temps. On a parlé tu parlais de Johnny Ive à iOS 7, cette espèce de froideur graphique, et qui jamais, enfin, même si là depuis Big Sur on a un OS, macOS un peu plus chaleureux, vite fait, et encore des fois c'est quand même vachement pas mal d'aspérité, quoi. Cette espèce de croisement entre la personnalisation extrême et en même temps quelque chose de super joli et de presque du coup, enfin qui anoblit tout ça. J'adore, quoi. J'aimerais que ce soit partout. Et une approche qui est montante. Oui. C'est-à-dire que jusque-là, Apple t'imposait ses choix cosmétiques. Et là, évidemment qu'elle t'impose sa putain de police. tu peux pas choisir autre chose que San Francisco ou New York. Mais elle te donne 6 choix différents, elle te donne une palette de couleurs quasiment infinie, elle te permet de mettre n'importe quelle photo, elle te permet de faire des trucs très moches. Et je crois que c'est important. Je crois que c'est important qu'Apple soit capable de laisser les gens faire des trucs absolument dégueulasses. Peut-être que c'est la raison pour laquelle ils ont enlevé la pomme qui brillait sur les Mac portables.
pour qu'ils puissent mettre des stickers partout, vraiment partout. Mais oui, et quelque part, tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Bien sûr. Parce que d'abord, c'est super important de pouvoir tester les pires cas en matière de contraste, en matière de densité, d'information à l'écran et tout ça, parce que pour optimiser le logiciel, c'est parfait. Mais surtout, je crois que c'est aussi important de dire, notre boulot, c'est pas de décider le bon goût et le mauvais goût. Le boulot, c'est, comme tu disais très bien, c'est d'être à l'intersection entre les humanités et l'informatique, et de dire, on vous laisse faire le taf. C'est la bicyclette pour l'esprit, y compris pour faire des trucs dégueulasses. Si vous voulez mettre une queue de renard derrière la selle, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Faites. Et je pense que c'est assez important qu'il dessert pas l'étau, c'est pas vraiment comme ça, parce qu'à la fin, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, et t'es contraint par les outils qu'ils te donnent. Et ouais. ça fait 40 épisodes qu'on parle de l'importance de l'outil. Vous avez le droit de poinçonner votre carte de bingo, bravo. Donc à la fin, tout n'est pas possible, mais enfin qu'on puisse foutre littéralement un emoji face qui grimace, aubergine, goutte d'eau. Oui, il se passe des trucs sur l'écran d'accueil d'iOS 16. Je me demande à quel moment a eu lieu le déclic, parce que je suis persuadé qu'il y a eu un déclic. Je pense que ça a commencé au moment où il y a eu la publicité sur le MacBook Air et les stickers, une publicité très, très inhabituelle d'Apple sur juste le fait que le Mac servait de support à des autocollants, ok. Et ensuite, il y a eu, je pense, la personnalisation de la gravure, tout ça, qui a été étendue à des produits comme les AirPods, avec les emojis notamment. Et même un peu avant, je pense qu'il y a eu toute la vague de personnalisation avec les widgets. Quand les widgets sont sortis et que, avec Widget Smith notamment, je vais dire les jeunes, je suis désolé, mais c'est vrai que c'était surtout les jeunes. Mais le coup d'état des utilisateurs. Extraordinaire. Un putsch, quoi. Mais littéral. Littéral. Une réappropriation immédiate et un enthousiasme aussi. Enfin, je pense que là, on a retrouvé une vraie joie dans la possession technologique et de l'usage technologique. Je vois deux choses. La première, c'est qu'il y a la différence entre Apple qui prend les choses au sérieux et Apple qui se prend au sérieux. Ouais. Et je pense que, notamment les dernières années, donc après la mort de Jobs, Apple se prenait très au sérieux, sans forcément prendre les choses au sérieux. Et donc ça a fait iOS 7, ça a fait le clavier papillon, ça a fait toutes ces saloperies. Et là, on revient vers un modus operandi où c'est plutôt Apple qui prend les choses très au sérieux, sans forcément se prendre au sérieux. On le voit notamment sur tous ces petits clips avec Federighi pendant le keynote, quoi. Génial. Voilà, on s'amuse aussi du potentiel mématique, mémophile, je sais pas, d'Apple elle-même, quoi. Et je trouve que c'est, il fait tellement chaud que je vais le redire, rafraîchissant. Et il y a aussi le deuxième point, je pense que c'est peut-être le plus important, qui est que l'iPhone, c'est un truc que t'as dans la poche, l'Apple Watch, c'est un truc que t'as sur le poignet, les AirPods, c'est un truc que t'as dans les oreilles. Peut-être un jour t'auras des lunettes sur le nez. Et donc là, on n'est plus seulement à la frontière entre l'informatique et les humanités, on est aussi à la frontière entre l'informatique et la biologie. Or, on est tous différents. Et il ne peut pas y avoir de solution unique au problème de l'équipement informatique quasi biologique, quoi. Au problème de l'informatique vestimentaire, au problème de l'informatique pour la réalité augmentée. Ce sera forcément une approche absolument individualisée. Oui. Ce que je trouve terrible, parce que le potentiel de déviance est énorme, mais pour faire ça, il faut absolument te permettre. Ouais. Je vais continuer à réclamer un Watch Face Studio, hein, tant qu'on pourra pas faire ses propres cadrans, je me reposerai pas. Hein. Mais voilà, pouvoir changer les couleurs, pouvoir changer les polices, pouvoir changer ce qu'Apple fait sur les modes de concentration, quoi. Pouvoir maintenant filtrer non plus seulement les notifications et non plus seulement afficher ou masquer des applications, mais afficher ou masquer des contenus ou des rubriques à l'intérieur des applications. Brillant, ça. Ça va loin, hein. Et dire aux développeurs d'applications, c'est plus les applications. Vous êtes là pour fournir du service et c'est les gens qui font ce qu'ils veulent. Vous êtes plus maître. C'est intéressant, hein, de dire non, le vrai maître en la demeure, c'est l'utilisateur. Et je crois que c'est une petite révolution et une vraie révolution, une révolution au sens physique du terme. Hein. On tourne. Ouais. Le sujet change en fait. Et je suis surpris que personne n'en ait parlé, ou tellement peu de monde.
pas parce que c'est un changement majeur dans la manière dont Apple conçoit une application et dont les développeurs vont devoir bosser dans les années qui viennent. Oui, pas seulement Apple d'ailleurs, c'est unique, je pense, dans l'écosystème technologique, quoi. Je veux dire, c'est la première fois, je crois, qu'on a cette approche complètement renversée, comme tu dis très bien, utilisateur technologique, quoi. Et encore une fois, sortez vos grilles de bingo, mais c'est évidemment fait pour la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand on va avoir des interfaces désincarnées devant les yeux, il faudra évidemment non pas avoir des écrans, mais avoir des petits morceaux d'information. Et donc, il faut bel et bien que les applications deviennent fournisseuses de petits widgets, de petites complications, de petits morceaux de contenu, ce qu'Apple fait avec les notifications là, qui viennent en bas de l'écran et les activités en direct, qui sont des espèces de notifications qui restent en permanence. Tout ça, c'est aussi des choses qui, quand tu penses à l'informatique vestimentaire avec l'Apple Watch, où les parallèles sont évidents, hein, les complications de l'Apple Watch et les petits widgets de l'écran d'accueil, c'est rigoureusement le même code, c'est rigoureusement la même chose. Mais quand tu penses aussi plus loin à la réalité augmentée, c'est évident. Mais en attendant, ça produit un effet qui est qu'on a complètement renversé le rapport de pouvoir. Ça n'est plus le développeur, Apple et le développeur qui imposent leur choix, même si évidemment ils gardent une prééminence, puisque c'est eux qui définissent tout. Mais l'utilisateur, quelque part, regagne en contrôle. C'est-à-dire dans cette espèce de bataille rangée entre montant, descendant, l'utilisateur a regagné du terrain. C'est vrai que ça dit quelque chose de la lutte de pouvoir, de la lutte de classe presque qu'il y a entre l'utilisateur, le développeur et évidemment la plateforme elle-même. Je pense que c'est intéressant. Enfin, malgré tout, je suis relativement optimiste de nature et malgré les apparences. Et je me demande, j'aimerais bien être que ce soit l'occasion d'être enthousiaste sur les prémices justement de la construction de la réalité augmentée, dans le sens où si on part du principe que cette guerre de l'attention permanente qu'il y a sur les applications et les contenus pour grappiller l'attention de l'utilisateur le plus possible change enfin que ça change du camp en fait, que le combat n'est plus du tout le même, que du coup c'est l'utilisateur lui-même qui peut choisir et qui est plus maître des process qu'il enclenche. Ça peut être enfin peut-être qu'il y a une possibilité que ce soit un peu moins aliénant que prévu. Ouais, et je me demande à quel point la pression aussi réglementaire, oui, notamment des autorités de la concurrence, a joué. C'est-à-dire à quel point Apple s'est pas rendu compte que... C'est vrai, peut-être qu'elle a fait peut-être effectivement... comment on dit ça? Two stones, the two birds, one stone. Elle fait une pierre deux coups, je pense, effectivement. Une pierre deux coups, oui. Oui, parce que voilà, elle est tellement grande que dès qu'elle prend une décision, on joue à l'échelle des millions et des milliards, quoi, et on joue avec des effets sociétaux énormes, et où là, quelque part, elle se rend compte de sa responsabilité. Et c'est pas qu'elle abandonne le combat, mais c'est que quelque part, comme souvent Apple fait, quoi, elle se déporte, elle fait un pas de côté. Et donc elle dit, bah non, du coup on va faire autrement. Et le autrement, c'est on va vous laisser plus de pouvoir. Vous l'utilisateur, y compris le pouvoir de faire des trucs moches. Et vous êtes plus libre, en même temps vous n'êtes pas complètement libre, parce qu'il faut quand même pas déconner, hein. On est Apple. Et vous êtes plus libre dans une manière... Enfin c'est drôle, parce qu'en même temps, tous les choix sont préconçus par Apple, quoi. Même le choix de faire quelque chose de dégueulasse est prévu par Apple. Bien sûr, ça reste un bac à sable. C'est ça reste un bac à sable. Un bac à sable dans lequel tu peux à nouveau jouer. Ouais, c'est ça. Dans un sens, ouais. C'est pas parce que le surveillant disparaît que les grilles disparaissent, quoi. Mais bon, il y a au moins une espèce de regain en autonomie, si le mot est pas trop galvaudé dans le contexte, quoi. Ouais. Et puis en même temps, à l'autre bout, t'as... parce que là, on parle du futur, et puis on parle de l'iPhone. Puis à l'autre bout, t'as Stage Manager, quoi, où t'es sur le Mac, la legacy platform. Ouais, totalement. Et où, je sais pas, enfin, c'est la combienième fois qu'ils réinventent la gestion des fenêtres. Je sais pas, mais c'est... Je pense que ça mériterait un bouquin, ça aussi. Ou plusieurs. Stage Manager est vraiment intéressant. Le fait que ce soit vraiment la même fonction sur iPad et sur Mac m'a bluffé. Je m'attendais pas à ça du tout. Je voyais les choses arriver sur l'iPad. Je voyais que l'interface déjà restait un peu la même au début du keynote. Et je me disais bon, bah en fait on n'aura pas l'iPad OS qu'on voudrait tout de suite. Et en fait non, a priori dans une feature on l'a en fait, quoi. C'est incroyable comme une question de présentation
de contenu, quoi, peut littéralement changer le rôle de la machine. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un mode. Donc, moi, j'ai toujours été embêté par le fait que Split-View et tout ça, c'était pas un mode, c'est quelque chose qui est dans l'interface d'iPadOS. Et donc, parfois, ça t'empêche de faire des choses que tu pouvais faire au début. Notamment, moi, ce qui m'embête toujours, c'est que c'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de déplacer un onglet dans Safari sans déclencher l'ouverture d'une Split-View. Non, mais ça n'a jamais été au point, enfin, on peut le dire, je pense. Ouais. Et donc, quelque part, la complexification de l'iPad dégradait l'expérience, la promesse originale de l'iPad qui était vous avez une app en plein écran, vous pouvez vous concentrer et c'est un appareil différent du Mac parce que c'est une expérience utilisateur et parce que c'est une interface différente. Et donc, quelque part, Split-View rompait cette promesse. Stage Manager arrive à complexifier l'interface de l'iPad. On a des fenêtres, bordel. Ouais. On est capable d'avoir maintenant 8 fenêtres sur 2 écrans parce que les écrans externes sont gérés correctement. Enfin, ça aussi, Seigneur. Incroyable. Hein. Ah ouais, franchement. On a une interface complètement indirecte puisqu'on utilise le clavier et la souris. Il faut absolument utiliser d'ailleurs un clavier et une souris pour utiliser un écran externe avec Stage Manager, sinon ça ne marche pas. Donc on est vraiment quelque part en mode Mac. Ouais. Mais justement, c'est un mode d'utilisation complètement différent. Quand tu utilises l'iPad est l'iPad. Quand tu utilises l'iPad comme un Mac, l'iPad est un Mac. Ça me va. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir choisir. C'est le thème de la WWDC cette année. Hein. Ouais. On peut choisir. Tu veux dire qu'Apple est devenu inclusive ? Presque. C'est chouette, hein. Ouais, je suis d'accord. C'est ah merde, j'allais dire rafraîchissant. Zut. C'est la psychologie inversée ce que tu fais. Non, ouais, tout converge dans ce sens-là, effectivement. Donner un peu plus de... Et je suis d'accord avec toi, j'avais pas vu ça du tout, mais que cet ensemble de démarches arrive à point nommé, je sais pas si c'est exactement voulu pour ça, mais en tout cas, la coïncidence est troublante, il faut au moins la souligner, que en même temps qu'on accuse Apple d'anticoncurrence et ce genre de choses, ouais. Justement, cette ouverture arrive à point nommé et Apple change complètement de camp pour maîtriser mieux, justement, le terrain... vu qu'elle y sera en amont, quoi. Non, mais c'est le truc habituel, quoi. Si t'arrives pas à les battre, rejoins-les, quoi. Mais rejoins-les selon tes propres termes. C'est ça. Parce que ça reste Apple, quand même. Ça reste Apple. et c'est intéressant sur le Mac, parce que quelque part, maintenant, t'as une espèce de continuum entre j'utilise une seule fenêtre, voire j'utilise une seule fenêtre en plein écran. Si tu veux utiliser un Mac comme un iPad, tu peux. C'est d'autant plus facile maintenant qu'on a la quasi-totalité des applications qui sont de fait des applications communes. Réglage système, bordel. Ça va être affreux de réécrire le livre cette année. Je voudrais pas être à ta place. Je suis désolé. Heureusement, tu peux faire commande F préférence système, commande G réglage système, mais pour le reste, ça va être sympathique. Mais donc voilà, c'est littéralement la même application que réglage sur iOS. Ouais. Mais donc, si tu veux utiliser un Mac comme un iPhone ou un iPad, tu peux. Tu peux aussi utiliser le multifenêtrage habituel qu'on connaît depuis les années 90. Pas de problème. Tu peux aussi utiliser Stage Manager. Tu peux utiliser Stage Manager et Mission Control. Hein? Tu peux faire des trucs un peu compliqués, quoi. Et donc, tu as tout ce continuum. Et donc, tu as tout un panel d'utilisateurs avec des manières différentes d'utiliser leur machine, avec des perceptions différentes de cette métaphore qui, à mon avis, ne marche plus, qui est la métaphore du bureau. Et où d'ailleurs Stage Manager se débarrasse du bureau, et c'est bien. Oui. Tout ça marche. C'est pas forcément là où on attendait Apple, mais c'est bien. C'est élégant, en fait. Ouais, c'est plutôt... Mais enfin, ça fait plaisir de voir qu'ils ont gardé cette capacité-là. C'est pas qu'on en doute, mais parfois quand même un peu. Et très pragmatiquement, de mon côté, moi je suis aussi un peu presque rassuré de voir que ça donne un sens au M1 dans l'iPad. Pendant longtemps, je me disais, mais enfin, à quoi ça sert, quoi? Parce que c'était quand même surdimensionné pour l'usage, l'iPadOS 15 et pas non plus, voilà, quoi. Donc, non, c'est assez cool de voir, de se rendre compte que quelque chose qu'on attendait n'était pas en vain, quoi. On est vraiment sur ce que je concevais sur on prend les mêmes composants matériels, on prend les mêmes composants logiciels et on les recombine. Et c'est dans la recombinaison qu'on fait les différents appareils. On est bien d'accord qu'un iPad et un Mac
à la fin, c'est la même chose. C'est la même puce. C'est presque les mêmes écrans maintenant qu'il y a des encoches partout, là. Il y a un clavier, il y a une souris, il y a Stage Manager partout, il y a les applications communes, il y a tout ça. Mais quand on peut détacher l'écran du clavier et l'utiliser avec les doigts, c'est un iPad. Et je pense que ce keynote-là marque quand même le début de la vraie émancipation de l'iPad et du post-ordinateur. Enfin, du post-Mac, quoi, du post-PC. C'est-à-dire que c'était toujours quelque chose qu'on avait un peu en germe jusqu'à maintenant. Mais il y avait toujours cette espèce d'incertitude entre le positionnement de Microsoft avec la Surface, par exemple, et d'autres fabricants, et celui d'Apple qui résolument était toujours buté sur son iPad en mode mais non, c'est pas la même chose, nanana. Et ils avaient raison, mais on pouvait pas voir qu'ils avaient raison tant qu'on n'a pas eu cette nouveauté-là, quoi. Oui. Et maintenant, dans les faits, tu peux avoir cette vision qu'on trouvait un peu kitsch à l'époque et de toute façon irréalisable de pouvoir retirer l'iPad de son dock et l'utiliser comme une tablette aussi puissante qu'elle est, quoi qu'il arrive, brancher un écran ou non, et garder le même... changer juste de modalité d'utilisation, en fait, pour le même système, quoi. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est faut regarder comment je le répète à chaque keynote, mais il faut aussi regarder comment il présente le keynote. Ouais. Et les fonctions sont ventilées par système, ça n'a aucun sens quelque part. C'est-à-dire que tu pourrais prendre, pourquoi Stage Manager est présenté avec tel ou tel OS, pourquoi Freeform, qui est cette espèce de Miro là qu'ils ont présenté là que je suis pas sûr de très comprendre. Je suis très curieux, mais je suis pas sûr de très comprendre. Mais voilà, qui sortira plus tard, qui est disponible partout. Pourquoi on le présente à tel endroit et pas à tel autre? Et en fait, l'iPhone, l'iPad, le Mac ont tous les mêmes applications, tous les mêmes services. Et à la fin, les applications deviennent des services. Et donc la question que toi tu te poses comme ordinateur, c'est quelle est l'expression matérielle, pour reprendre ma traduction très particulière de Form Factor, la plus adaptée à mon usage maintenant de tel service. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la différence entre l'iPhone, que je peux avoir dans la main, dans la poche, dans une seule main dans la poche, l'iPad, que je peux avoir dans les deux mains ou pas, avec un pencil ou un clavier, et le Mac, qui est un truc qui est beaucoup plus lourd, mais qui est aussi affreusement plus puissant, qui peut se connecter à X écrans, qui a une ligne de commande, et à la fin, c'est la même chose, mais en différent. Et on y est enfin dans la pleine et entière réalisation de tout ça. Enfin, après ces années de vache maigre. Non, de vache maigre, je sais pas, non, quand même mais pas, c'est... j'exagère. C'est le truc qui est frustrant, c'est qu'ils expliquent pas, et il faut une industrie tout entière de commentateurs pour expliquer ce qu'ils font. Mal en général. Mal en général, mais je suis très content, ça me permet de gagner de l'argent. Parce que je sais rien faire d'autre. Mais si tu veux, c'est bien de finir par avoir raison, quoi. Mais j'en tire pas un plaisir particulier, quoi. C'est-à-dire que si au bout d'un moment ils pouvaient expliquer très clairement aux gens les choses, ce serait plus simple, ça nous économiserait beaucoup de salive et on pourrait parler d'autre chose. En attendant, il faut faire le job à leur place. Mais c'est bien d'arriver à la fin d'un cycle de 5, 6, 7 ans et de pouvoir dire, bah voilà, comme prévu, ils ont fait ceci, cela. On y est. Mais en même temps, ça me pose des questions parce qu'on y est. Et maintenant elle est où la voiture? Elles sont où les lunettes? C'est où? Il y a pas un mot sur la réalité augmentée, il y a pas un mot sur Apple TV. Maintenant, c'est quoi la suite? Allez.